Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Mediapro, votre émission spécialisée dédiée aux médias et à la télévision. Ce soir, nous allons parler de l'évolution de la presse algérienne, son développement, sa transformation numérique. Un débat qui intervient au lendemain justement de la célébration de la journée nationale de la presse algérienne. Pour entamer ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir des spécialistes, des journalistes chevronnés qui ont fait on peut le dire, leur transformation numérique puisqu'ils sont passés de la presse écrite au site électronique. Monsieur Hassan Namara, bonsoir, vous êtes le directeur du site Times Algérie et également directeur de publication du magazine Injazat. Hassan, bienvenue. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. Également, notre invité ce soir pour débattre du développement de la presse algérienne, M. Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant, le premier quotidien national de la presse pluraliste. Et avec nous également Reda Harirash, notre consultant Al24, qui débattra justement de l'histoire de la presse algérienne, de l'indépendance à ce jour. Avant de commencer le débat, nous allons lancer un sujet qui a été préparé par un de nos consultants qui est absent ce soir, Sofiane Baroudi, sur le développement de la presse algérienne. Le 22 octobre est la journée nationale de la presse algérienne. En double commémoration de la première parution du journal Résistance algérienne, porte-voix du mouvement révolutionnaire, ainsi que celle du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision nationale, qui bouclera son soixantenaire le 28 octobre prochain. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a salué le niveau de prise de conscience nationale des médias, qui font face quotidiennement à la propagande systémique tendant à galvauder les réalisations de l'Algérie et à occulter la capacité de l'État algérien à relever les défis de l'époque. Le président algérien a également salué les efforts des médias sur le front de la cyberguerre, visant à contrecarrer les plans ourdis par les artisans du mensonge, par haine envers une Algérie retrouvant son éclat au plan régional et renouant avec son poids historique au niveau international. À ce propos, la presse algérienne vit une véritable cure de modernisation, accompagnée par une solide volonté de l'État au renforcement du cadre institutionnel, conférant une évolution salutaire à ce secteur déterminant. Le chantier de la numérisation avance résolument. Pour preuve, la nouvelle loi réglementant l'activité des sites d'information, garantissant un cadre assurant le libre exercice de la noble mission de l'information et permettant des procédés viables aux différents organes de presse engagés sur le chemin de la modernisation. La constitutionnalisation de la liberté d'expression a été un pas important dans l'objectif de renforcer le rôle névralgique du secteur de la communication au cœur des enjeux contemporains. Dans ce sillage, le chef de l'État algérien a invité le gouvernement à hâter la finalisation des textes juridiques relatifs à la loi sur l'information et sur l'audiovisuel, afin de permettre un accompagnement effectif des professionnels sur la voie nécessaire de la modernisation. Enfin, un vibrant hommage a également été rendu à la mémoire des martyrs du devoir national, engagés avec honneur afin de lutter courageusement contre la machine de destruction qui a ciblé l'État national et en défense des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. La presse algérienne est donc plus que jamais en profonde transformation, fidèle au sacrifice des martyrs de la libération et au service des aspirations de ses enfants et des ambitions d'une grande nation. Voilà, c'était un sujet réalisé et préparé par Sofiane Baroudi sur le développement de la presse algérienne. Je donne la parole je commence par Kamal Mansari, directeur du Jeune Indépendant, premier quotidien indépendant après l'avènement du pluralisme politique. Monsieur Kamal Mansari, après plus de 30 ans de liberté d'expression, aujourd'hui, dans quelle situation se trouve la presse algérienne ? 30 ans d'exercice du journalisme à partir du pluralisme, c'est-à-dire à partir c'était un avènement du 5 octobre, donc il y a eu une ouverture médiatique après des décennies, 3 décennies d'ostracisme, si on peut dire, d'omerta, c'est-à-dire d'unicité de pensée qui avait bien sûr été saluée à l'époque par tous les professionnels des médias, le fait qu'on puisse avoir des journaux dits privés ou indépendants.
Donc c'est toute une expérience, une histoire jalonnée bien évidemment par des moments durs et pénibles parce qu'on a vécu la décennie noire, donc la presse algérienne ou privée n'a pas eu les conditions favorables pour exprimer ou s'exprimer d'une manière, c'est-à-dire optimale dans le sens où elle pouvait faire son travail normalement. Elle a déjà immédiatement subi le choc de la violence qui a été lourd pour les médias donc, durant les années 90. Et surtout, à l'époque, il était question que l'ouverture médiatique pour les journaux devait être accompagnée par une ouverture d'audiovisuel qui a été retardée pour des raisons politiques, évidemment, qui n'a pas vu le jour. Donc, on a vu ensuite cette transformation, ce passage vers l'audiovisuel s'amorcer d'une manière un peu anarchique à partir de fin 2011, début 2012. Donc c'était presque quelque chose qui a été fait d'une manière vraiment incontrôlée et surtout qui n'a pas été contrôlé ni par les États, et encore moins engagé par des professionnels de l'audiovisuel. Donc c'était les journaux eux-mêmes qui avaient lancé ces initiatives. Pour faire le bilan de ces années-là, ça doit demander beaucoup de temps et beaucoup d'interventions et surtout insister sur un fait, c'est quelles ont été les avancées en matière de médias, c'est-à-dire que ce soit de la part des médias eux-mêmes ou des professionnels des médias. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont lancé les journaux, c'était des journalistes et non pas des managers des médias. Donc il y a une différence, c'est-à-dire ceux qui ont pris en main ce chantier, qui l'ont lancé, c'est-à-dire avec leurs moyens et avec l'aide de l'État. Les gens ont commencé leurs expériences de journaux avec des salaires de 3 ans, mais sans stratégie. La plupart n'avaient pas de stratégie, c'est-à-dire ils n'étaient pas formés pour construire des journaux ou des médias, des entreprises médias, mais plutôt des entreprises qu'on appelle des SARL. Donc, à cette époque-là, bon, bien évidemment, il y a eu ce qu'il y a eu. Oui, des boîtes de commerce selon les lois de l'époque, mais qui existent toujours. C'est la même réalité qui n'a pas changé. Donc il y a eu cette première décennie des années de plomb, Puis on a eu la violence qui a eu lieu durant les années 90. Et après 99, vers les années 2000, on a commencé à envisager une sorte de renouveau pour la presse à travers la mise en place d'une vision allant vers le multimédia. Ça a été difficile, le champ n'était pas prêt, les conditions digitales n'étaient pas prêtes à cette époque-là parce que l'Algérie n'était pas un pays, en dépit du fait que l'Internet était entré en 89, à partir de 80. Quand je dis 80, Internet, je parle de World Wide Web, c'est le 3W, parce que l'Internet existe depuis maintenant 53 ans. Donc, lorsqu'on a commencé l'Internet accès dans l'Algérie, c'était vraiment d'une manière balbutiement. En 95, il y a eu les premiers cyber et les premiers sites qui émergeaient, mais n'étaient pas vraiment des sites électroniques comme on les connaît aujourd'hui avec toutes les richesses qu'elles ont. Donc, lorsqu'il y a eu le deuxième choc, celui de rétrécissement de l'action, enfin de rétrécissement des ventes et des lectorats pour les papiers, pour les journaux papier. Pourquoi? Il y a eu bien évidemment l'apparition des chaînes de télévision, l'apparition des sites web. Et aujourd'hui, on voit que le foisonnement, la transformation digitale est devenue vraiment quelque chose d'énorme et qui exige des médias et des propriétaires de journaux ou de télévision, quel que soit leur segment, de prendre en considération ce développement rapide parce que l'Algérie, que ce soit l'Algérie ou le monde entier, va vers une transformation digitale qui ne peut en aucun cas se faire sans pour autant prendre en charge certaines réalités pour les Algériens qui aujourd'hui, comme on le sait, on n'a pas jusqu'à aujourd'hui, disons-le, un marché des médias online. Donc il n'y a pas de marché média online, que ce soit pour le e-payment ou soit pour pouvoir vendre du contenu ou faire en sorte à ce que ce contenu-là puisse être généré financièrement, être générateur de finances et de rentabilité. Aujourd'hui, c'est ce qui fait, c'est la réalité avec laquelle font face la plupart des journaux. Il ne faut pas oublier que les premiers concepteurs des journaux, des sites web, ce sont les journaux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir des journaux, on a créé des sites web pour accompagner, pour permettre aux lecteurs d'accéder à des sites médiatiques. Hein. C'était ça. Donc pas ce qu'on appelle, pas ce qu'on connaît aujourd'hui, qui sont dédiés exclusivement
à l'information online, avec les supports en parallèle qui sont les applications ou bien les comptes sociaux qui servent aussi de plateforme pour la diffusion de l'information. Donc la réalité durant ces 30 dernières années, il faut la voir sous plusieurs angles et sous plusieurs segments pour pouvoir apprécier ou faire l'évaluation de la presse nationale dans sa globalité et dans sa diversité. Hassan El Lamara, vous avez commencé bien sûr avec la presse écrite. Hein. Je rappelle, vous étiez journaliste au Courrier d'Algérie avant de passer au développement de votre site d'information, Times Algérie. Comment s'est fait ce développement ou ce passage, comme a dit notre ami Kamel, du pur produit de la presse écrite, papier, au 3W? Tout simplement, le passage a été fait naturellement, l'évolution, elle est là. Donc, le journaliste et les journalistes, qu'ils soient dans la presse électronique ou bien presse papier, donc sinon l'audiovisuel, donc les bases du métier sont les mêmes. Donc, le format qui diffère, qui change. Donc il y a l'évolution, donc il y a les nouvelles technologies qui s'installent. Donc l'Algérie ne peut pas rester en marge de ce qui se passe dans le monde. Donc nous assistons à la naissance par voie à la conversion de plus grands journaux qu'on connaissait. On prend la presse française puisque c'est celle qu'on connaît plus. On peut citer des journaux canadiens, américains qui ont quand même laissé tomber la presse ou bien réduit leur tirage. Sinon, ils sont complètement passés de la version écrite à la version électrique, voilà, la version digitale. Donc c'est ça que nous avons constaté. Donc à partir de 2017, donc l'année où j'ai lancé le site Times Algérie, qui est un site généraliste, en même titre que d'ailleurs le magazine, parce qu'il y a aussi Injazet qui est un magazine qui a le format papier. Donc j'ai essayé en fait de diversifier, parce que là justement pour faire face à cette crise, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la presse est confrontée, qu'on ait quand même une conjoncture de crise terrible de par le monde. Il n'y a pas que l'Algérie, donc les annonceurs qui quittent un peu la scène, qui ne sont plus intéressés par l'accompagnement de cette presse à travers... Je rappelle la déclaration d'un ami, d'un confrère qui est passé justement de la presse papier à la presse électronique, qui disait un journal papier c'est 80% de charge, 20% de bénéfices, et un journal électronique c'est 80% de bénéfices et 20% de charge. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce constat, avec son avis. Parce Il y a moins de charges quand même dans un journal électronique. Mais aussi tout dépend du développement du site ou du média, qu'elle soit presse papier ou presse électronique ou chaîne YouTube, parce qu'il y a aussi ceux qui pensent qu'une chaîne YouTube coûte moins cher qu'une chaîne télévision satellite et tout. Mais tout dépend de l'effort, de l'équipe qui est mobilisée, des moyens qui sont mobilisés. On peut manager et faire un site électronique avec 2 journalistes, comme on peut le faire avec une trentaine de journalistes pour mieux couvrir l'information. Non, il y a ceux qui peut-être se trompent que, au contraire, le journal électronique, il est plus difficile à faire. Pourquoi ? Vous êtes dans l'obligation de fournir l'information en instantané, en temps réel, parce que là, votre existence, c'est-à-dire le journal électronique, si il met du retard pour donner l'info, donc il est dépassé, vous êtes dépassé par les autres. Donc vous êtes c'est ça la course contre la course contre la montre pour donner justement l'info au temps réel. Donc il y a des milliers d'infos, voire des millions d'infos au même temps, voilà, qui tombent. En même temps, et dans les différents contrées espaces, non seulement à travers le territoire national. Ce qu'on appelle le buzz, quoi. Voilà, exactement. Donc, je crois, pour avoir une info, je dirais un accident de circulation tragique au sud du pays. Donc, il faut mobiliser un journaliste, il faut qu'il y ait quelqu'un correspondant sur place qui vous fournit l'image et le son en instantané. Ce n'est pas le cas d'un quotidien. Donc, ceux qui pensent que faire un site, ça coûte moins cher, ils se trompent là. Et là, tout dépend de l'équipe mobilisée, parce qu'il y a des normes aussi qu'il faut respecter. Donc, laisser un site en léthargie, puis donner l'info lorsque cela
vous plaira. Kamal n'est pas d'accord. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Je suis en train de dire que c'est pareil pour les journaux. Vous pouvez avoir un journal avec peu de frais et gagner beaucoup d'argent. Et contrairement, moi, je le rejoins sur le fait qu'on peut faire un site avec énormément d'employés. Tout dépend de l'ambition qu'on a, du contenu qu'on veut faire. Est-ce qu'on a un contenu multimédia sur l'audiovisuel ou on l'a pas? Est-ce qu'on se contente simplement de faire de l'information avec l'image? Juste une petite remarque. Le journaliste online n'est pas comme le journaliste du papier, donc c'est vrai qu'il connaît les BAB, mais c'est différent, il travaille encore plus, il est sous pression plus, parce que le journaliste, il a l'aise. Pour le journal, il a le temps d'écrire son papier, il n'a pas besoin de le vérifier, il y a des correcteurs et tout, contrairement à celui qui est online, il a besoin d'être rapide. Et pour la rapidité de l'information, ce qu'on appelle ce qu'on appelle le scoop, celui qui est le premier. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui vous nous permettent, mais ça ne veut pas dire si vous êtes deuxième ou troisième que votre information va mourir. Il y a beaucoup d'autres, tout dépend de ce que vous avez ramené comme contenu, comme titre ou bien comme... et bien évidemment, il y a d'autres techniques qu'il faut mettre en place. Je ne sais pas si les gens comprendront ce que ça signifie un CIO, tu vois, la technique de la CIO, comment faire en sorte à ce que votre information touche le maximum de lectorat et comment sur les réseaux sociaux vous utilisez vos outils pour que vous arrivez à faire, comme disait Salim, le buzz. Reda Harirash, vous n'êtes pas journaliste, mais vous êtes un connaisseur des médias. D'après vous, est-ce que la presse papier, la presse classique, a encore de l'avenir avec l'avènement de la presse électronique? En réalité, la place, le statut, le devenir de la presse papier, c'est une tâche qui est difficile à cerner parce que le système médiatique national actuellement, il est en pleine évolution. Et il se caractérise en fait par deux faits. Il y a eu une évolution notable à partir de 2011 qui a été dictée en partie par les révolutions arabes, parce qu'il fallait mobiliser une presse audiovisuelle de manière à alimenter le citoyen algérien pour contrebalancer d'autres chaînes de l'étranger qui n'allaient pas nécessairement dans le sens de la vision qu'a l'Algérie. Et donc, à partir de ce moment-là, ces chaînes privées ont accentué les contraintes économiques qui pèsent sur la presse papier notamment. Et il faut savoir que ces nouvelles chaînes, elles prennent de plus en plus de poids en tant que fournisseurs et diffuseurs de contenu informationnel, et d'autre part parce qu'ils occupent une part croissante du marché des annonceurs. Donc il y a effectivement un marché qui est très développé de nos jours, mais qui est de plus en plus fortement touché par la baisse du lectorat. Et la deuxième caractéristique, elle est liée à la baisse aussi du nombre de titres diffusionnels qui reste élevé, mais les tirages de plus en plus ont tendance à baisser pour cette presse écrite, comme on a pu le constater. Oui, alors, puisque vous parlez de presse écrite de chiffres, je ne sais pas si vous les avez, mais oui. Je cite seulement quelques chiffres qui nous ont été donnés par Media Marketing, une société spécialisée justement dans le monitoring et dans tout ce qui est rassemblement d'informations, base de données sur les médias algérien, dirigé par Youssef Agoun. Il y aurait actuellement 192 quotidiens en circulation en 2022. 192 quotidiens, c'est énorme. Il y a eu 307 quotidiens depuis 1962. C'est presque le triple de tous les quotidiens dans un pays occidental. En matière de sites, il y aurait actuellement 150 sites algériens.dz, pour qu'on soit d'accord, et plus de 467 sites médias en ligne et sites d'infos, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des journaux ont leur site internet, donc ils sont considérés aussi comme des agrégateurs qui diffusent de l'information. Il y aurait au moins 108 sites pure player, c'est-à-dire des sites qui font du contenu. Donc aujourd'hui, les chiffres sont énormes, mais dans la réalité, qu'est-ce qui ressort du succès de la presse algérienne, que ce soit en ligne ou
en matière de presse papier. Parce que si on compare un petit peu les médias européens, notamment français, il n'y a pas une centaine de quotidiens sur la place française, quoi. Les plus connus peut-être, mais bien évidemment... Pas une centaine. Écoutez, ce qui s'est produit en Algérie est disons-le, symptomatique du champ médiatique en Algérie. Nous sommes 44 millions, 46 millions d'habitants et on a plus de 190 titres. Donc dans quelles conditions ces titres sont nés? Il faudrait se poser la question. On n'a pas les chiffres d'électorat, hein, donc l'électorat, il y a d'autres instituts de sondage qui peuvent le faire, mais les seuls maintenant pour pouvoir évaluer la solidité d'un titre, c'est par rapport à son site web et bien évidemment par la vente directe du papier. Même pour le papier, les gens étaient obligés d'abord parce qu'il y a un rétrécissement du lectorat et en plus la cherté du papier. Même les imprimeries ne peuvent pas supporter énormément de tirages, bien évidemment. Donc c'est deux paramètres qui sont importants. Et en même temps, lorsqu'on parle... Plus important, si vous permettez, Kamel, c'est que le contenu aussi. Quand vous avez un nombre de journaux, et après il faut évoluer. Bien évidemment, le contenu, on ne parle pas du contenu. Maintenant, on parle pas du contenu. On explique le même contenu. Oui, avant de parler du contenu, on explique pourquoi il y a 192 d'abord. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi on a 192? Parce qu'à un moment donné, après 90 jusqu'à 98, il y avait pas une trentaine de titres connus qui étaient cela. Et puis il y a ce déversement, cette explosion venue à partir du premier mandat de l'ancien président Bouteflika. Donc il y a eu une explosion de titres. On a vu 140 titres jusqu'à 2019. On avait 168 sites, 68 journaux. Aujourd'hui, ça a triplé aussi depuis 2 ou 3 ans. Ces titres, il y a eu de nouveaux titres, en dépit du fait qu'il y en a qui ont disparu. Certains ont cessé leur activité parce qu'ils ne pouvaient pas suivre, parce qu'il n'y avait pas de publicité. Et qu'est-ce que ça donne? Des charges d'abord à l'État. Bien évidemment, pourquoi beaucoup ont créé des journaux et des sites? Parce qu'il y a déjà un monde du travail qu'on a besoin d'absorber. Il y a des centaines d'étudiants formés dans les universités qui ont besoin d'être absorbés. C'est un marché à absorber. Et en même temps, beaucoup espèrent, parce qu'une fois que vous écrivez votre journal, vous attendez quoi? À ce que vous bénéficiez de la publicité. Vous êtes dans la listing de la NEP. Donc vous espérez que vous pouvez au moins avoir une petite part de marché de la publicité pour subvenir à vos besoins en termes de charges ou en termes de développement. Donc ça a pénalisé et puis ça a créé aussi des injustices et des arbitrages incompréhensibles. On trouve des journaux nés en 24 heures qui se sortent avec 3 pages de pub et d'autres qui ont des années d'expérience et qui n'en ont pas. Donc ça a créé une sorte de confusion et d'opacité. Aujourd'hui, on a des règles. Il y a des règles qui sont mises en place, c'est-à-dire par le principal annonceur, donc pour comment accorder la publicité aux journaux. Il y a des règles et des paramètres qu'il faut respecter ou auxquels il faut se soumettre pour pouvoir accéder à cette publicité. Mais ça reste toujours... Satisfaire tout le monde, c'est difficile. Avoir 192 titres en Algérie aujourd'hui, c'est aussi énorme. Mais, ceci dit, si on compare d'autres pays, le Japon, il a plus de titres. L'Allemagne, elle a plus de titres, mais l'intervention de l'État existe. Donc, l'État fournit des subventions. Et même si en France, on garde les mêmes journaux où il n'y en a pas aussi nombreux qu'en Algérie, n'oubliez pas que derrière, il y a un État, des subventions qui sont accordées aux journaux, qui sont énormes par rapport aux titres comme Le Monde ou Le Figaro. Ils vivent de subventions et non pas du financement fourni par les propriétaires. Ça ne suffit pas. Donc il faut revenir au fait que comment ces journaux sont nés et pourquoi il y a autant de journaux en Algérie et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir. Areda, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, pour compléter les propos de mon voisin, je voudrais juste rappeler le fait qu'en 1988, avec la libéralisation du régime politique, on a vu l'apparition d'abord de beaucoup de partis politiques, des dizaines de formations politiques sont nées et beaucoup de journaux aussi sont apparus à ce moment-là parce qu'il y avait une demande de la part des citoyens algériens qui étaient demandeurs d'une information, je dirais, plus complète et plus riche. Et donc, par conséquent, il y a eu une course-poursuite au cours de cette parenthèse dite démocratique entre 1988 et 1992
parce qu'il y avait un certain nombre quand même de journaux qui étaient liés à des formations politiques et qui allaient dans le sens de ce que voulaient ces dirigeants-là. Et par la suite, comme toujours, la nécessité quand même impérieuse de pouvoir tenir la route en fonction donc du coût de la production, mais aussi en fonction de la qualité même qui est demandée. C'est-à-dire que les citoyens, de plus en plus, sont devenus exigeants. Il y a eu une certaine maturité de l'opinion publique qui s'est faite au cours des années 90 et au cours des années 2000 et qui fait que de plus en plus de journaux ont été poussés à améliorer le contenu de leur production et d'autres ont dû carrément fermer parce que ce qu'ils proposaient ne correspondait plus aux attentes des citoyens algériens. Pardon, juste une parenthèse. À l'époque, en 88, lorsqu'il y a eu l'émergence des médias, le citoyen ne cherchait pas une information de qualité. Il cherchait une information qui ne correspondait pas à ce qu'il entendait pendant 30 ans, de 62 à 88. Donc il voulait un discours contraire, plus ouvert. Tout à fait. Un discours où il n'y a pas la langue de bois, où il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas de propagande. Un nouveau discours. Il y a un fait important, c'est qu'à l'époque... juste pour terminer, aller dans le même sens de ton intervention, à l'époque, le citoyen cherchait l'information, une information qu'il ne trouvait pas dans les médias publics, notamment la télévision, parce qu'il n'y avait pas d'ouverture audiovisuelle. Oui, donc les médias, à l'époque, souvent on s'exprimait par rapport à nos voisins qui avaient des télévisions privées. Nous, on n'avait pas de télévision privée. L'ouverture politique... Dans les voisins, les seuls qui avaient des voisins, non, le Maroc n'avait pas... Non, il n'y avait pas, mais je te parle de la Tunisie, de l'Égypte un petit peu, du Liban, etc. On avait une presse... privée ou presse écrite qui était très libre par rapport à la télévision. Parce que, par exemple, un citoyen, quand il veut lire sur des affaires de corruption ou des affaires il les trouvait dans la presse écrite. Donc, c'est ça qui faisait un petit peu Parce que ceux qui ont construit la presse écrite privée étaient déjà chez l'État. Chez l'État, oui. C'est des gens qui ont de l'expérience, qui étaient à actualité. Donc c'est ces gens-là, Massa, El Chaps, ce sont ces gens-là qui ont créé les journaux privés, les premiers. Ils connaissent un petit peu le goût du lectorat. Mais il y a eu autre chose. C'était la presse partisane des partis politiques. Tout à fait. Ce sont ces partis-là. On voyait le journal du Fils se vendait dans la rue. Donc les gens le montraient de l'acheter. Ce sont des organes de parti. C'était pas non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit des organes de parti. C'est ce que j'ai dit. Il y avait le quotidien. C'est ce que je viens de dire, Hassan, si tu as écouté. Donc, il y a eu la presse partisane, cette presse partisane, donc elle avait un petit peu pris le dessus à cette époque-là, parce qu'il fallait attendre la loi. Pour que les journaux sortaient, il fallait attendre la loi Hamrouche de 90, qui avait permis aux journaux, c'est pour cela que les premiers journaux apparaissaient à partir au printemps 90. Donc, les partis étaient déjà là depuis bien avant. Alors, Hassan, quand tu parlais maintenant du contenu, aujourd'hui, la presse algérienne, notamment la presse papier, est concurrencée par deux aspects nouveaux, les télévisions privées et les sites Internet. Aujourd'hui, une information, par exemple, qui tombe le jeudi matin, elle n'est sortie dans la presse écrite que le samedi matin, puisque le journal ne sort pas le vendredi. Donc, il faut attendre samedi pour avoir l'information d'un événement ou d'un incident qui s'est passé jeudi. Et automatiquement, cette information est totalement dépassée, puisqu'il y a eu l'information qui est sortie l'après-midi même sur les sites électroniques et aussi sur les télévisions privées. Mais justement, c'est ce qui nous amène la course vers l'information. Voilà, c'est ce qui nous amène en fait à dire ou à considérer que le modèle actuel de la presse écrite tel qu'il est conçu, il fonctionne aujourd'hui, c'est un modèle obsolète. Donc, qui ne peut pas intéresser le lecteur. Donc, comme vous venez de le dire, une information, je dirais encore plus loin. Au jour d'aujourd'hui, même la carte de presse, de par ce qui se passe dans le monde, on a interrogé des experts et des professeurs et des enseignants dans les métiers de la communication sur le statut du journaliste. Aujourd'hui, le journaliste, ce n'est pas celui qui porte une carte de presse, qui est affilié à une entreprise de presse, mais le journaliste, il peut être celui qui porte un smartphone dans sa poche
il a l'outil, donc il a l'image, le son, il a la langue, donc il maîtrise la langue, il peut diffuser en instantané. Je reviens à l'exemple d'un accident de circulation tragique sur le tronçon autoroutier Est-Ouest. Donc il y a un citoyen qui a un smartphone, il peut diffuser l'image. Comme le fait le site Infotrafic, par exemple. Effectivement, Ouais. donc vous avez l'image et le son. Et c'est une page. Oui, mais le principe, c'est qu'il donne l'info. Ouais. Donc il donne l'image, le son, et puis il y a un petit texte qui accompagne un peu la scène et tout. Donc la presse écrite, aujourd'hui, il est dépassé par rapport à cela. Donc il faut réinventer la presse. Ailleurs, par exemple, nous n'avons pas, par exemple, une presse quotidienne régionale qui est forte, ce qu'on observe ailleurs, par exemple, qui est intéressée à l'information de proximité, donc qui s'intéresse justement à ce qui se passe dans la proximité, dans sa proximité. Donc, quand vous avez autant de quotidiens avec la même une et la même information, parce qu'il y a la crise aussi, donc parce qu'il ne faut pas incriminer tous ces quotidiens. Donc, quand il n'a pas les financements qu'il lui faut pour recruter du personnel professionnel, pour faire quelque chose de professionnel, donc il est là, il roule à quatre pattes. Donc il a 2-3 journalistes avec lesquels donc une équipe vraiment réduite par rapport à par rapport aux normes d'un quotidien. Donc automatiquement, systématiquement, vous avez la même information qui revient à la une de tous les quotidiens. Kamal, si tu permets, moi je voudrais revenir à la crise de la presse papier. Quel avenir toujours pour la presse papier? On a vu par exemple que le quotidien La Tribune a fermé juste après le décès de son directeur, Allah yarhamou Bachir Cherif. Il y a l'Infosoir. Infosoir, bien avant de Hassan Mounjeli. Oui. Il y a eu aussi la fermeture du quotidien Liberté par le propriétaire Issa Darbarab. Aujourd'hui, il y a un quotidien qui a vraiment une place, qui a un nom, c'est le quotidien Al-Watan, qui est en crise entre la direction et le syndicat des journalistes. Bras de fer, oui. Un bras de fer entre eux à cause justement des revendications salariales. Aujourd'hui, est-ce que la presse écrite, telle qu'on le conçoyait dans le passé, tend à disparaître? Et donc, vous venez de citer 4 titres, et chacun des titres, c'est un cas d'espèce. Donc, ce n'est pas la même chose. Tout à fait, oui. On ne peut pas les mettre Mais toujours. Tu es d'accord avec moi que c'est lié un petit peu à la situation financière du quotidien, mis à part la Liberté. Bien évidemment. Donc, pour le Watan, ce n'est pas une question de finance, mais c'est un problème entre le Watan et des institutions, c'est-à-dire les impôts et tout, parce qu'on lui a bloqué ses comptes. Il est peut-être capable de payer ses employés, mais il n'arrive pas. Donc il faudrait, quand on lit les communiqués fournis par les deux parties, c'est-à-dire le syndicat, on lit, ils disent que nous avons un problème. Direction. Oui, on a un problème. C'est vrai qu'il y a une revendication salariale, parce que le syndicat pense que les propriétaires ont de l'argent pour les payer, mais en même temps, les Watan, la direction de Watan, ou les propriétaires et les actionnaires disent qu'on peut payer, mais on n'arrive pas puisque nos comptes sont bloqués. Donc, c'est des cas d'espèce. Donc, on ne peut pas prendre... Mais moi, je fais un historique. Bien sûr. Tu as raison de le faire. Tu as raison, parce que c'est l'occasion ou jamais. C'est la journée de la presse, donc on parlait sur ce cas-là. Ça coule de source. Mais pour aujourd'hui, dire que la presse écrite est finie, il y a une réalité mondiale, certes, il y a une réalité économique, mais il ne faut pas oublier que les meilleurs sites web aujourd'hui classés, que ce soit avant la disparition d'Alexa jusqu'à 1er mai, étaient les sites, et jusqu'à aujourd'hui, on peut le vérifier sur SimilarWeb, que les meilleurs sites algériens, ce sont les sites qui appartiennent aux journaux. Pourquoi? Moi, je vous renvoie au rapport qui a été publié fin 2021, en début janvier 2022, par l'Institut Reuters, qui fait ce qu'on appelle des statistiques et une évaluation sur la presse dans le monde, en faisant des sondages. La majorité des lecteurs qui payent leurs informations, qu'ils achètent en ligne, ils vont vers qui? Vers les médias classiques, c'est-à-dire les journaux qui ont des sites web. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un grand problème de fake news qui se déroule dans le monde. Donc, on va vers ces sites-là parce que l'information est vérifiée, que les journalistes restent toujours professionnels et que même les États ou les institutions ou tout le monde va vers ces sites-là parce qu'ils reconnaissent en eux une certaine rigueur, un certain professionnalisme. Aujourd'hui, on a certes des sites web, mais personne
personne, rares sont ceux qui maîtrisent l'information online ou la façon d'écrire l'information online. On a des gens qui écrivent sur le site web aujourd'hui comme s'ils discutaient dans un café, excusez-moi de le dire, mais c'est vérifiable. Donc, ce n'est pas pour défendre le papier, mais c'est pour montrer que le professionnalisme, aujourd'hui, qui prime 62% des lecteurs dans le monde, vérifiés par Reuters, c'est énorme. Parce qu'avec le foisonnement des fake news et la propagande, surtout avec ce qui s'est passé durant Corona, les gens ne savaient pas qui disait la vérité ou pas. Donc on revenait parce qu'on a été intoxiqué par qui? On a été intoxiqué par des gens qui interviennent sur les plateformes comme YouTube. Des individus qui viennent parler du Corona, ils parlent du remède miracle ou donnent des conseils ou donnent des lectures ou donnent une sorte de conférence online pour parler de la maladie, alors que la vérité n'était pas chez ces gens-là. Ça a créé quoi? Ça a créé une sorte de confusion chez le lecteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par revenir, selon Reuters, vers les médias classiques qui sont les plus crédibles. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Ukraine. Il y a une propagande énorme qui se dirige contre la Russie ou bien en faveur de l'Ukraine. Pourquoi? Pour faire véhiculer un discours. Nous vivons la même chose. L'Algérie subit cette propagande de l'extérieur. Et vers qui on va revenir vers les journaux qui sont capables de riposter d'une manière professionnelle. Et c'est comme ça. Donc il ne faut pas dire que si les médias les sites web menacent les journaux. Les sites web eux-mêmes sont menacés. Les télévisions sont elles-mêmes menacées. Par qui? Par les applications. On voit aujourd'hui avec le développement des algorithmes que TikTok ou Kwai, ou bien y compris Instagram ou Twitter, les autres applications comme Facebook, sont des dangers pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, par exemple, on a presque 47 millions. Ce sont les chiffres officiels, 47 millions de portables, et sans parler des smartphones qui arrivent à 22 millions. Vous imaginez, c'est un marché énorme et c'est là où le danger persiste. Merci Kamal. Moi, je voudrais revenir sur le message du président de la République qui avait déclaré la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse. Il avait justement salué le niveau de conscience, de prise de conscience nationale des médias qui ont fait face au plan de diffusion des fake news et des propagandes systématiques tendant à divertir sur les réalisations de l'Algérie et surtout sur sa capacité à relever les défis. Aujourd'hui, la bataille médiatique est aussi la lutte contre les fake news. Justement, par rapport à ces sujets-là, il y a malheureusement, on constate notamment ce qu'on trouve sur la toile, quelque part calqué sur certains sites journaux électroniques, je dirais même, ce sont des gens peut-être qui sont là pour structurer le désespoir. Alors que sur le terrain, comme vous le dites, il y a des réalisations, combien même il y a des manquements, il y a des insuffisances, mais la critique constructive elle est exigée, et voire elle est nécessaire pour justement aller de l'avant. Mais sur ce plan-là, on revient à ce qui vient d'être abordé par mon confrère Kamel par rapport à la crédibilité de la presse, qu'elle soit électronique au quotidien, parce que moi, je ne fais pas assez de différence, parce que le journaliste, il est le noyau dans tous les médias, en fait, dans tous les formats, qu'ils soient audiovisuels, électroniques, au papier. Il y a le volet formation. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas, sont rares les journaux qui ont des rubriques. Nous n'avons plus le rubricage. Et dans des journaux rares, les journaux qui ont quand même une rubrique économique, voire informatique, judiciaire. Et le journaliste, parfois, c'est pas de sa faute, parce que aujourd'hui, il arrive à la rédaction, on lui donne un fax pour aller couvrir une activité dans le secteur de l'agriculture. Le lendemain, c'est l'équipe nationale qui va jouer, donc il est appelé, parce qu'il y a l'équipe qui est réduite, donc il est appelé à couvrir un match, au sport, et du sport à la politique, de la politique au judiciaire. À la cuisine. Oui, effectivement. Donc, mais on ne peut pas exiger du journaliste qu'il soit professionnel lorsqu'il manque de formation. Et parfois, même dans des conférences, des activités médiatiques, on constate qu'il y a des journalistes qui ne sont pas à la page. Parfois, même, ils posent des questions aux interlocuteurs,
et que ce sont des questions qui sont complètement dépassées. Donc le journaliste, parfois, il y a ce volet formation qui est tellement important, même on revient au truc de propagande, et quand on manque de formation, quand on n'a pas l'outil pour faire face à cela, il faut fournir quelque chose de fiable et de crédible au lecteur, donc il faut penser à ce volet formation. Alors, Reda, je voudrais revenir un petit peu sur l'importance des médias aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux est un relais important, aussi bien pour la presse écrite que pour la presse électronique? Oui, indéniablement. Je voudrais quand même revenir sur 2 points essentiels qui caractérisent, qui sont en quelque sorte, qui montrent la faiblesse du champ médiatique algérien actuellement. Le premier point, il est lié à l'absence quand même d'une presse d'investigation. C'est-à-dire qu'on ne met pas suffisamment les moyens pour aller chercher l'information où elle se trouve. Donc il y a une faiblesse au niveau de l'investigation. Deuxième point, c'est l'absence d'instituts de sondage qui puissent donner une plus grande crédibilité à la parole et aux recherches qui sont faites par les uns et les autres. Et donc, à partir de ce point-là, je dirais que les médias sociaux, même s'ils sont des relais importants au niveau de la scène médiatique algérienne, il est important quand même qu'on puisse muscler le contenu qui sont susceptibles de servir à nos concitoyens en se dotant quand même d'instituts de sondage et en encourageant davantage les journalistes à aller chercher l'information, que ce soit ici en Algérie ou à l'étranger. Voilà. Voilà. Et quand on parle justement, vous n'avez pas répondu à ma question, quand on parle des réseaux sociaux, ils sont relais pour la presse, aussi bien électronique que la presse écrite. Aujourd'hui, ça devient indéniable pour développer ou booster un petit peu l'information. La question que vous avez posée est évidente. Elle est évidente. Et dans quel sens ? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux dépendent aussi du succès du média. Un site. C'est un paramètre aussi. C'est un paramètre. C'est un paramètre. Et c'est un outil de développement aussi. Un journal qui a 1 million de fans n'a pas la même audience qu'un journal qui a 100 000 fans donc, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des paramètres, il y a aussi un développement du marketing aussi numérique qui est très différent du marketing de la presse écrite. Malheureusement, il y a très peu d'études complètes qui ont été faites sur justement les résonances de ces médias sociaux, même si bien sûr quand on prend par exemple au niveau du showbiz, on sait parfaitement que tel et tel chanteur ou chanteuse a beaucoup de gens qui les suivent. Donc on se dit, bon, voilà, à ce niveau-là, ces personnes sont susceptibles éventuellement d'orienter le message dans un sens ou un autre, puisqu'ils deviennent des leaders d'opinion. Et c'est vrai que Facebook, aussi bien Facebook que les autres réseaux sociaux, peuvent contribuer à donner une plus grande importance à tous ces artistes ou éventuellement à tous ces journalistes qui ont beaucoup de followers derrière eux. Kamal, d'après vous, aujourd'hui, pour qu'un média soit aussi fort et plus visible sur la toile, quel est l'outil ou le réseau le plus adéquat pour la médiatisation ou ce qu'on appelle la promotion de l'article? Est-ce que, par exemple, vous êtes pour le Twitter ou pour le Facebook? Plus que ça. Donc d'abord, Reda avait parlé du fait qu'il n'y a pas d'institut pour pouvoir évaluer ce qui se produit sur le net, c'est-à-dire s'agissant des médias ou des journaux. Si, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Si vous voulez évaluer, par exemple, les instituts de sondage. Non, maintenant on parle. Je précise. On parle de métriques, on parle de sites d'évaluation qui peuvent vous donner Prenez Social Baker par exemple pour Facebook. Si vous allez sur, il y a beaucoup, énormément. Donc Social Baker, de sondage en Algérie, j'ai été précis. Il vous donne tout ce que vous voulez par pays. Donc Social Baker, vous rentrez, vous trouverez qu'il y a 32 millions d'Algériens qui sont sur Facebook. On parle de comptes actifs, pas de comptes fictifs, mais comptes actifs. Donc il y a pratiquement 32 millions. Donc sur Twitter, on est brièvement, Kamal. On est peu nombreux. Pour ce qui est maintenant, là, ça devient
devient pour la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie de promotion online, donc il faut d'abord investir, il faut payer. Donc beaucoup de journaux, beaucoup de médias ne payent pas. Donc il faut payer. Donc pour être présent, aujourd'hui l'astuce c'est Facebook. Bien évidemment, moi je suis pour Facebook, je suis pour Twitter, je suis pour toutes les autres plateformes parce que ce qu'on appelle, il faut faire du cross-posting, utiliser toutes ces plateformes-là pour pouvoir diffuser de l'information. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a d'autres outils, donc ça prendra du temps pour en expliquer. Merci Kamal, merci Hassan et merci Reda pour ce débat sur justement le développement de la presse algérienne qui passe de la presse écrite à la presse électronique. Cette émission est à présent terminée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans ce magnifique décor du CIC, à l'occasion justement du sommet arabe. Nous allons justement consacrer la prochaine émission au développement de la presse arabe, que ce soit sur la presse écrite, audiovisuelle ou électronique. Restez branchés sur Al 24 News. Bonsoir.